Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S907 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 24 octobre 2024. La Story vous est présentée cette semaine par Sigma, fabricant indépendant d'objectifs et d'appareils photo 100% fabriqués au Japon. La coupe était pleine. Aux yeux de l'avocate et auteur-photographe Joël Verbruge, trop de contre-vérités et approximations circulaient quant à ce que nous avons le droit de faire ou non en matière de création à l'aide de l'intelligence artificielle. Elle a pris le temps de mûrir sa réponse qui tient finalement dans un pavé de plus de 600 pages et 8 chapitres. Une véritable cartographie de la situation, aussi bien en France qu'à l'étranger, appuyée par de nombreux cas concrets. Elle a nourri sa réflexion à partir d'articles de presse, mais aussi de décisions de justice et publications de doctrines juridiques à l'échelle internationale. La chance que j'ai, c'est que tous les articles sont écrits en anglais. Et bon, au pire, il y a quand même des traducteurs automatiques, mais bon, l'essentiel des articles des revues juridiques importantes sont écrits en anglais aussi. Donc, ça a quand même permis d'avoir accès à des juristes auxquels j'aurais sûrement pas pensé. Et après, c'est comme tout, tu fais une recherche et avec les notes de bas de page des articles du premier, tu tombes sur les seconds et ainsi de suite. Évidemment, c'est le principe de la recherche, ça tout le monde fait comme ça aussi. Mais donc oui, j'ai vraiment voulu élargir parce que c'était clair que le problème, il est identique partout dans le monde et on ne trouvera sans doute pas des solutions identiques, mais par contre, la façon de réfléchir et les conséquences des choix qu'on fait sont les mêmes partout. Le chantier rédactionnel a débuté au printemps 2023 jusqu'au mois d'octobre suivant. Joël y a passé ses soirées et ses week-ends, en parallèle de son métier d'avocate, jusqu'à la finalisation du projet au mois de juin dernier. Elle voit l'ouvrage comme une première pierre qui donne le contexte et les outils pour comprendre les enjeux liés à l'utilisation de l'IA. Heureuse concordance des temps, le règlement européen sur l'intelligence artificielle est mis en vigueur au même moment. Le fait que l'AI Act ait été voté au même moment, c'est un peu de la chance et du hasard. Ça aurait pu être à 6 mois près, avant ou après, mais non, ça c'est vraiment du hasard. Mais je voulais en fait construire une trame avec vraiment en différenciant les différentes thématiques, de manière à ce que chacun puisse avoir déjà une sorte de carte générale de la matière en tête et qu'après on puisse, au fil du temps, y raccrocher tout ce qui va arriver. Parmi les 8 chapitres, le second, intitulé Droits d'auteur, images et IA, est celui qui concerne le plus les photographes. Il comporte de nombreuses informations pratiques et fait écho à de nombreuses procédures en cours. Le travail de l'auteur n'est d'ailleurs pas circonscrit à ces pages puisqu'elle met régulièrement à jour différents contenus au travers de vidéos, podcasts, webinaires et bien sûr d'articles sur son blog Droit et photographie. Absolument, et d'ailleurs je le fais déjà sur mon blog parce que j'ai créé déjà l'année dernière une rubrique, une catégorie intelligence artificielle et j'ai déjà publié depuis la sortie du livre 2 ou 3 articles sur notamment des affaires dont je parle dans le livre qui ont un peu évolué, puisqu'il y a des jurisprudences il y a des affaires qui sont en cours où j'ai expliqué le début de l'affaire, mais en disant, voilà, la procédure est en cours, donc on va devoir attendre. Donc, il y en a une concernant un photographe allemand qui a un petit peu évolué, donc j'ai fait un article. Il y en a une autre qui est intervenue, j'ai fait un article aussi. Donc, petit à petit, les choses importantes, je vais en parler sur mon blog, mais immédiatement, ça va enrichir une future édition 2, qui, à mon avis, alors pas avant 18 mois, parce qu'il faut quand même que j'ai des choses intéressantes à la fois à ajouter, mais aussi peut-être à supprimer. Dans le chapitre 2, il y a plusieurs pistes de réflexion sur l'éventuelle titularité de droits d'auteur sur les œuvres qu'on crée avec l'IA, mais il est probable que certaines de ces pistes vont disparaître parce qu'aucune juridiction ou aucun juriste ne va s'engouffrer dedans et qu'il restera peut-être moins d'hypothèses, mais à creuser autrement, je ne sais pas encore. Cet ouvrage, le 30e, commis par Joël Verbruge, vise avant tout à sensibiliser les gens sur les dérives et dangers potentiels liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle à des fins créatives. Et l'un des principaux défis, quand on l'interroge, a été d'être comprise par le plus grand nombre possible. La petite histoire, c'est que quand ma mère, qui a 82 ans, était en vacances à la maison, elle a commencé à le lire, elle l'a lu en une semaine, et d'après les questions qu'elle m'a posées, elle a tout compris. Donc c'est très rassurant parce qu'en réalité, elle va dire en fait oui, ça m'intéresse, c'est super passionnant et il y a des enjeux qu'on ne comprend pas toujours quand on regarde juste la télévision. Et là, du fait qu'ils sont posés clairement sur le papier, mais on voit oui que c'est pas innocent.
que tel problème de société, que ce soit la publicité à l'aide de visuels générés artificiellement, ou que ce soit la reconnaissance faciale pour nous faciliter la vie dans telle ou telle circonstance, soi-disant, etc. Mais elle m'a dit, mais je m'aperçois qu'il y a des enjeux beaucoup plus importants en le lisant de cette manière-là. Donc oui, moi je voulais vraiment toucher tout le monde en fait. Bon, joli bébé, 600 pages quand même. On peut le trouver où, cette Bible de référence? Cette Bible, ce grimoire, je dirais, on peut se le procurer sur la plateforme Bookelis, moyennant la somme de 48 €. Ouais. C'est un travail remarquable, très accessible, comme elle l'a dit, hein, le témoignage de sa maman en atteste. C'est évidemment pas un grimoire donc ou une Bible qu'on va lire de A à Z comme ça. Sauf à être une maman âgée de 82 ans qui a peut-être du temps devant elle, comme elle l'a fait. Pour d'autres raisons aussi. Voilà. Mais par contre, l'avoir à portée de main pour se rassurer, puiser dans différentes thématiques. Je peux en citer le droit d'auteur, donc, qui est abordé en amont et en aval de la création de contenu par l'IA générative, le droit à l'image et le respect de la vie privée, les métavers, l'IA au service des arts visuels, les deepfakes aussi, il y en a beaucoup question. À chaque fois, il est question des implications juridiques de ces différentes questions. Et c'est ça qui fait toute la pertinence de ce bouquin qu'elle a pris le temps d'écrire. Elle aurait pu le sortir à 2 ans, mais il n'y aurait pas eu beaucoup de matière. Et comme elle le dit, c'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution, qui va être mis à jour, qui va faire l'objet d'un second volume et qui, en attendant, fait l'objet de nombreux articles sur son blog Droit et photographie. Bon, de toute façon, on le comprend, hein, l'IA est évidemment au cœur des sujets sociétaux actuels. On l'a vu avec Adobe dans le Flash Actu. L'IA aussi, ça fait quelques années qu'elle est présente, marketée et mise en avant dans les boîtiers par les constructeurs. D'abord sur des notions d'intelligence pour la reconnaissance, la détection, la reconnaissance et le suivi du sujet au niveau de l'autofocus. Et puis depuis peu, chez Canon, on passe un cran au-dessus puisque l'IA est exploitée pour faire du suréchantillonnage et de la réduction de bruit directement à l'intérieur du boîtier. Tu le vois comment, toi, à l'arrivée de ces technos dans des boîtiers photo? Alors, cette arrivée de technologie, notamment les fonctions d'upscaling, c'est un cran en plus, c'est une étape de plus franchie et moi je la trouve très très intéressante parce que je pense qu'elle va faire sauter un plafond de verre. On le voit bien technologiquement, on a du mal à faire évoluer les capteurs, on veut de la définition, mais on veut aussi de la montée en ISO et puis on veut le global shutter et puis on n'arrive pas à mettre tout ça ensemble. Peut-être que l'avenir des capteurs passe par de l'intelligence artificielle et puis rester sur des définitions raisonnables et exploitables. Et puis quand on en aura besoin, on appuiera sur un bouton pour aller chercher un rééchantillonnage, un upscaling qui nous permettra d'avoir un fichier bien plus qualitatif. Et puis surtout, version 1.0, donc à chaque mise à jour de firmware, la puissance de calcul va être décuplée, parce que quand on regarde les processeurs intégrés dans les boîtiers, enfin, il y a 50 ans, on n'a pas envoyé les mecs sur la Lune avec un dixième de cette capacité de calcul. Hein. J'aime bien ta notion de plafond de verre parce que c'est peut-être ce genre d'innovation qui, au fur et à mesure, va faire que des gens, utilisateurs de smartphones et qui ont peut-être pris l'habitude aussi de solutions très faciles à mettre en œuvre, vont se tourner vers ces technologies et ces appareils. On a consacré toute une émission au Pixel Shift, donc il y a un mode très séduisant, mais qui nécessite bien souvent l'emploi d'un trépied, de certaines conditions de prise de vue. Et c'est vrai que si cette technologie parvient à maturité, ça laisse entrevoir de belles choses. Mais il faudrait que ça arrive vite, par contre. Mais de la même manière, hein, on est sur l'étape 1 de la chose, je pense, clairement. L'avenir nous le dira. Merci Benjamin pour cette story cette semaine et merci à Joël d'avoir accepté de témoigner à ton micro.